Bienvenue sur la chaîne Livre Audio Français Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. Chapitre 7. Le barrage dans les friches mortes. Vu de la voie rapide, à 5h moins le quart du matin, Boston a tout d'une ville morte, remâchant quelque ancienne tragédie, une épidémie peut-être ou une malédiction. Lourd et étouffant, un parfum iodé vient de l'océan. Des bancs de brouillard matinal dissimulent les mouvements que l'on aurait autrement pu voir. Roulant en direction du nord au volant de la Cadillac 84 noire de Cape Cod Limousine empruntée à Butch Carrington, Eddie Casbrack éprouve l'impression de sentir l'âge de cette ville. Peut-être est-ce une impression que l'on ne peut ressentir dans aucune autre ville américaine. Boston est du menu fretin comparé à Londres, et encore plus à Rome, mais d'une grande antiquité aux yeux des Américains. La ville se dresse sur ses collines basses depuis 3 siècles et a été construite à une époque où l'impôt sur le thé et le timbre n'existaient pas, où Paul Revere et Patrick Henry n'étaient pas nés. Cette ancienneté, ce silence et cette odeur de brume venue de la mer, tout cela rend Eddie nerveux. Et quand il est nerveux, il a recours à son inhalateur. Il le met dans sa bouche et pulvérise un nuage revivifiant au fond de sa gorge. Il y a bien quelques rares personnes dans les rues, un piéton ici et là sur les passerelles réservées à leur usage, qui démentent l'impression d'errer dans une histoire de ville condamnée à la Lovecraft, une ville d'antique perversion et de monstres au nom imprononçable. Des commis, des infirmières et des employés s'agglutinent là, par exemple, autour d'un arrêt de bus, le visage encore gonflé de sommeil. « Ils ont raison », se dit Eddie. « Tenez-vous-en au bus. Laissez tomber le métro. C'est une mauvaise idée, les trucs souterrains. À votre place, je n'y descendrai pas non plus. Pas là-dessous. Pas dans les tunnels. » Mauvais de penser à ça. S'il ne change pas de sujet de réflexion, il va devoir utiliser de nouveau l'inhalateur. Il est soulagé de trouver un peu plus de circulation sur Tobin Bridge. Puis un panneau lui indique la route 95 pour tout le nord de la Nouvelle-Angleterre. Il est saisi d'un frisson de tout son être. Ses mains se retrouvent momentanément soudées au volant. Il aimerait se persuader qu'il est sur le point de tomber malade, qu'il a attrapé un virus ou qu'il souffre de ces fièvres fantômes qu'affectionnait sa mère. Mais il ne s'y trompe pas. C'est la cité qu'il laisse derrière lui, sur la frontière silencieuse entre le jour et la nuit, et ce que lui promet ce panneau qui sont en cause. Il est malade, d'accord, c'est vrai. Mais ce n'est ni un virus, ni une fièvre fantôme. Ses souvenirs l'empoisonnent. « J'ai la frousse », se dit-il. On retrouve toujours la frousse derrière tout ça, une frousse omniprésente, mais que l'on a tout de même fini par surmonter, plus ou moins. Nous nous en sommes servis. Oui, mais comment? Impossible de s'en souvenir. Il se demande si les autres le peuvent. Pour lui, pour eux, il espère bien. Le ronronnement d'un camion augmente à sa gauche. Les phares de la Cadillac sont toujours allumés et Eddie passe momentanément en code pendant que le véhicule le double. Le chauffeur le remercie de 2 appels. Il l'a fait sans y penser, automatiquement. Si tout pouvait être aussi simple que ça, pense-t-il. Il suit les panneaux qui mènent à la 1,95. Le trafic en direction du nord est très fluide, alors que les voies en direction du sud, vers la ville, commencent à se remplir en dépit de l'heure matinale. Eddie manœuvre en souplesse la grande automobile, anticipant presque tous les changements de direction. Cela fait des années, littéralement, qu'il ne s'est pas trompé, manquant une sortie d'autoroute. Il choisit la bonne file avec le même automatisme qu'il est passé en code un peu plus tôt, avec le même automatisme qui lui faisait retrouver son chemin dans les friches de Derry. Le fait que ce soit la première fois qu'il circule dans Boston, l'une des villes américaines où il est le plus facile de s'égarer, ne semble pas l'émouvoir un instant. Il se souvient soudain de quelque chose d'autre de cet été, de Bill, lui disant un jour « Ma parole, Eddie, t'as une boussole dans la tête !» Comme ça lui avait fait plaisir. Et ça lui fait encore plaisir tandis qu'il engage la Cadillac sur l'autoroute. Il pousse la limousine jusqu'à quelques kilomètres à l'heure en dessous de la limitation de vitesse,
et trouve un programme musical paisible à la radio. Il se dit qu'il serait mort pour Bill, à cette époque, s'il l'avait fallu. Si Bill le lui avait demandé, Eddie aurait simplement réagi en répondant « Bien sûr, Bill. Tu peux me dire quand ?» Cette idée le fait rire. Un rire qui se réduit en fait à un petit reniflement, mais le son qu'il a produit déclenche un vrai rire cette fois. Il n'a guère l'occasion de rire en ce moment, et il ne s'attend pas à de multiples « ha-ha », l'expression de Richie, comme quand il disait « On devrait se payer quelques ha-ha aujourd'hui » au cours de ce sinistre pèlerinage. Mais, songe-t-il, si Dieu peut être assez ignoble pour poursuivre de sa malédiction les fidèles en ce qu'ils ont de plus précieux dans l'existence, il est peut-être aussi assez tordu pour leur accorder un bon ha-ha de temps en temps. « As-tu eu de bons ha-ha récemment, Eds ?» dit-il à voix haute. Il rit de nouveau. Bon Dieu, ce qu'il pouvait détester ça, quand Richie l'appelait Eds. Mais au fond, il y avait quelque chose qui lui plaisait là-dedans aussi, un peu comme Ben Hanscom quand Richie l'appelait Meule de Foin. Quelque chose comme un nom secret, une identité secrète, une façon de devenir des êtres sans rapport avec les peurs, les exigences et les espoirs incessants de leurs parents. Ce n'était pas pour de la merde que Richie prenait ses voix bien-aimées. Et peut-être savait-il qu'il était important, pour des vauriens comme eux, d'exister de temps en temps sous une autre personnalité. Eddie jeta un coup d'œil aux pièces de monnaie alignées sur le tableau de bord. Encore une habitude de professionnel de la route. Quand le péage automatique arrivait, pas de course frénétique au porte-monnaie, pas de risque de s'apercevoir que l'on n'avait pas le compte. L'idée de monnaie lui faisait penser aux dollars d'argent. Non pas ces sandwichs au cuivre bidon, mais aux vrais dollars d'argent, avec Dame Liberté frappée dessus dans ses grands voiles. Les dollars d'argent de Ben Hanscom. Ouais. Mais n'était-ce pas Bill, ou Ben, ou encore Beverly qui s'était une fois servi de l'un d'eux pour leur sauver la vie? Il n'est pas tout à fait sûr de cela. En fait, il n'est sûr de rien. Ou bien, est-ce qu'il refuse de se souvenir? Il faisait noir là-dedans, se dit-il soudain. Ça, je ne l'ai pas oublié. Il faisait bougrement noir là-dedans. Boston se trouve maintenant loin derrière lui et le brouillard commence à se dissiper. Devant lui s'étend le Maine et toute la Nouvelle-Angleterre du Nord. Devant lui l'attend Derry. Et c'est à Derry que se dissimule quelque chose qui devrait être mort depuis 27 ans et qui ne l'est pas. Quelque chose avec autant de visages différents que Lon Chaney. Mais de quoi s'agit-il exactement? Ne l'avait-il pas vu, à la fin, dépouillé de ses masques, tel qu'il était vraiment? Ah, il se rappelle déjà tant de choses, mais pas suffisamment. Il se rappelle avoir aimé Bill Denbrough, très bien même. Bill ne se moquait jamais de son asthme, Bill ne le traitait jamais de fillette ou de poule mouillée. Il aimait Bill comme un grand frère idéal, ou un père. Bill savait faire des choses, découvrait les coins intéressants, connaissait les trucs à voir. Quand on courait avec Bill, on courait pour être plus fort que le diable et on riait beaucoup, sans pour autant perdre haleine. Et arrivé à ne presque pas perdre haleine, il n'y avait rien de meilleur dans l'existence, nom de Dieu. Eddie l'aurait juré à la face du monde. Quand on courait avec le grand Bill, on avait chaque jour sa ration de ha-ha. Sûr les gars, tous les jours, fit-il en empruntant une voix à Richie Tozier. Et il rit de nouveau. Le barrage avait été une idée de Bill, et d'une certaine manière, c'était le barrage qui avait soudé leur groupe. Ben Hanscom leur avait montré comment le construire, et ils y avaient tellement bien réussi que cela leur avait valu quelques ennuis avec M. Nell, le flic de service. Mais l'idée était de Bill. Et si tous, Richie excepté, avaient vu des choses étranges, effrayantes même, depuis le début de l'année à Derry, c'était Bill qui avait trouvé le premier le courage d'en parler à voix haute. Ce barrage. Ce foutu barrage. Il se souvint de Victor Chris. « Salut les mômes! Un vrai barrage de bébés, croyez-moi! Vous êtes bien mieux sans qu'avec !» Le lendemain, avec un large sourire, Ben Hanscom leur avait dit « Nous pourrions inonder toutes les... »
Friche, si nous voulions. Bill et Eddie jetèrent un regard de doute à Ben, puis au matériel qu'il avait apporté avec lui. Quelques planches, piquées dans l'arrière-cour de M. McKibben, ceux qui n'étaient guère condamnables, lui-même les ayant probablement piqués ailleurs. Une masse et une pelle. « Je sais pas, » dit Eddie avec un coup d'œil à Bill. « Hier, ça n'a pas très bien marché, le courant emportait tout au fur et à mesure. »« Ça va marcher, » dit Ben, regardant lui aussi Bill pour qu'il prenne la décision finale. « Y a qu'à essayer. J'ai appelé Richie Tosier ce matin. Il dit qu'il viendrait plus tard. Il pourra peut-être nous aider. Stanley aussi. »« Stanley qui ?» demanda Ben. « Yoris, » répondit Eddie. Il observait toujours Bill d'un regard prudent, car il ne lui semblait pas le même ce matin. Il était plus calme, moins enthousiaste pour le projet de barrage. Bill était pâle et restait distant. « Stanley Yoris ? Je ne crois pas le connaître. Est-ce qu'il va à l'école élémentaire ? »« Il est de notre âge, mais il vient juste de finir sa 8e, » expliqua Eddie. « Il est rentré à l'école avec un an de retard parce qu'il a été très malade quand il était petit. Tu te dis que t'as pris la pâtée hier, mais tu devrais être bien content de ne pas être Stan. Il y a toujours quelqu'un pour lui tomber dessus. Il est juif. Des tas de gosses le détestent pas parce qu'il est juif. »« Ah bon ?» fit Ben, impressionné. « Juif, hein ?» Il se tut puis reprit à mot prudent. « Est-ce que ce n'est pas un peu comme turc ou, comment déjà, un égyptien ?»« Je crois que c'est plutôt comme un turc, » répondit Bill, qui ramassa l'une des planches apportées par Ben et se mit à l'examiner. Elle faisait un peu moins de 2 mètres de long pour moins d'1 mètre de large. « Mon père dit que presque tous les juifs ont de gros nez et beaucoup d'argent, mais Stan a un nez normal et il est toujours fauché, » poursuivit Eddie. « Ouais, » dit Bill. Son visage pour la première fois de la journée s'éclaira d'un véritable sourire. Ben sourit. Eddie sourit. Bill rejeta la planche, se leva et chassa le sable du fond de son pantalon. Il se dirigea vers le bord de l'eau, où les 2 autres le suivirent. Bill enfonça les mains dans ses poches revolver et soupira profondément. Eddie était sûr qu'il allait dire quelque chose de sérieux. Son regard alla d'Eddie à Ben, puis revint sur Eddie, mais il ne souriait plus. Eddie sentit une pointe de frayeur. Mais tout ce que Bill déclara fut « T'as bien ton inhalateur et Eddie ?» Ce dernier donna une tape à sa poche. « Chargé jusqu'à la gueule. »« Au fait, ça a marché avec le lait chocolaté ?» lui demanda Ben. « Au poil !» s'exclama Eddie avec un éclat de rire, imité par Ben, tandis que Bill les regardait, intrigué mais souriant. Eddie lui expliqua le stratagème et Bill sourit de nouveau. La mère d'Eddie a peur qu'il casse et de ne pas pouvoir se faire rembourser. Eddie renifla et fit semblant de le pousser dans la rivière. « Fais gaffe, Trouduc !» dit Bill, imitant Henry Bowers de manière impressionnante. « Je vais te tordre tellement la tête que tu pourras te voir en train de t'essuyer !» Ben roula à terre, hurlant de rire. Bill lui jeta un coup d'œil, toujours souriant, toujours les mains dans les poches, mais toujours un peu distant, un peu ailleurs. Il regarda Eddie avec un geste de la tête en direction de Ben. « Un peu débile, ce mec, » dit-il. « Ouais, » convint Eddie, qui sentait toutefois qu'il y avait un côté artificiel dans sa manière de plaisanter. Il avait quelque chose en tête, et sans doute le lâcherait-il quand il serait prêt. Sauf qu'il n'était pas sûr d'avoir envie de savoir de quoi il s'agissait. Mentalement retardé, ce mec. Mentalement pétardé, commenta Ben en pouffant. Vas-tu nous montrer comment construire ce barrage, ou vas-tu rester assis sur ton gros cul toute la journée? Ben se releva. Il regarda tout d'abord la rivière, qui s'écoulait à une vitesse modérée. La canne du Skig n'était pas bien large, en ce point éloigné des friches, mais elle n'en avait pas moins été la plus forte hier. Ni Bill ni Eddie n'avaient pu imaginer comment prendre solidement pied dans le courant. Mais Ben souriait. Du sourire de quelqu'un qui envisage de faire du jamais vu. Quelque chose d'amusant et de pas trop difficile. Eddie pensa
Il a trouvé comment faire. Je crois vraiment qu'il a trouvé. D'accord, dit Ben. Enlevez vos chaussures, les mecs. Faudra mouiller vos petits petons. La voix de la mère d'Eddie s'éleva aussitôt, aussi rude et autoritaire que celle d'un flic qui règle la circulation. Il n'en est pas question, Eddie. Il n'en est pas question. Les pieds mouillés, c'est la meilleure façon, il y en a 1000 autres, d'attraper un refroidissement. Et un refroidissement, c'est la route ouverte à la pneumonie. Alors, pas question. Bill et Ben s'étaient assis sur la rive et retiraient leurs tennis et leurs chaussettes. Ben alla jusqu'à rouler les jambes de son pantalon. Bill regarda Eddie, un regard clair et chaud plein de sympathie. Eddie eut soudain la certitude que le grand Bill savait exactement ce qui lui était passé par la tête, et il eut honte. « T'arrives ? » ?»« Ouais, bien sûr, » répondit Eddie, qui s'assit à son tour et se déchaussa tandis que sa mère continuait de rouspéter dans sa tête. Mais sa voix devenait de plus en plus faible et lointaine, remarqua-t-il avec soulagement, comme si quelqu'un avait planté un hameçon dans le dos de sa robe et la tirait, loin de lui, le long d'un corridor sans fin. C'était l'une de ces parfaites journées d'été qui, dans un monde où tout n'était qu'ordre et clarté, ne pourraient jamais s'oublier. La brise légère, qui soufflait, suffisait à tenir à l'écart le gros des bataillons de moustiques et de mouches noires. Le ciel était d'un bleu éclatant, flambant neuf. Il devait faire autour de 25 degrés, et les oiseaux chantaient et s'affairaient dans les buissons et les arbres. Eddie n'eut besoin qu'une fois de son inhalateur. Sa poitrine se fit légère, et sa gorge lui donna l'impression magique de s'élargir à la taille d'une autoroute. L'appareil passa le reste de la matinée oublié, au fond de sa poche revolver. Ben Hanscom, qui avait paru si timide et peu sûr de lui la veille, se transforma en un général, débordant de confiance dès que la construction du barrage battit son plein. Il grimpait de temps en temps sur la berge, et là, main boueuse aux hanches, il étudiait l'état d'avancement des travaux en murmurant pour lui-même. Il passait parfois une main dans ses cheveux qui, vers 11 heures, se dressaient en mèches raides et comiques. Eddie, incertain au début, éprouva peu à peu un sentiment d'allégresse qui se transforma en quelque chose d'à la fois bizarre, terrifiant et tonique. Un sentiment si étranger à son état d'esprit habituel qu'il lui fallut attendre le soir, alors qu'allongé dans son lit, il se repassait le film de la journée, pour lui donner un nom. La puissance. Il avait éprouvé un sentiment de puissance. Leur truc allait marcher, bon Dieu, mieux encore que ce que Bill et lui, et peut-être même Ben, avaient rêvé. Il voyait aussi combien Bill se prenait au jeu, avec retenue au début, toujours préoccupé par ce qu'il avait à l'esprit, puis s'impliquant peu à peu, avec de plus en plus de conviction. Il donna une ou deux fois une bonne tape sur l'épaule de Ben, en lui disant qu'il n'était pas croyable, ce qui eut le don de faire rougir à chaque fois le gros garçon. Ben fit placer à ses deux camarades, en travers du courant, une planche qu'ils tinrent, pendant qu'il l'enfonçait à coups de masse dans le lit du cours d'eau. « Voilà, elle est en place, mais continue à la tenir, sans quoi le courant va l'emporter, » dit-il à Eddie, qui resta où il se trouvait tandis que l'eau débordait la planche et transformait ses doigts en étoiles de mer ondulantes. Ben et Bill disposèrent une deuxième planche à 50 cm en aval de la première, que Ben enfonça à coups de masse avant de remplir l'intervalle de terre sablonneuse prise sur la berge pendant que Bill la maintenait. Au début, le mélange fut emporté aux extrémités de la planche en volutes cendreuses et Eddie pensa que ça ne marcherait jamais. Mais Ben commença à ajouter des cailloux et de la vase collante prise dans le lit de la rivière et les fuites diminuèrent. En moins de 20 minutes, il avait réussi à édifier un remblai brunâtre de pierre et de terre entre les deux planches, au milieu du courant. Eddie se croyait presque victime d'une illusion d'optique. Si on avait du vrai ciment, et pas seulement de la terre et des cailloux, il faudrait transporter toute la ville du côté d'Old Cape dès la semaine prochaine, dit Ben en jetant sa pelle sur la berge, où il s'assit pour reprendre son souffle. La réflexion fit rire Bill et Eddie, et il leur répondit par un sourire. Dans ce sourire, on devinait le fantôme du beau visage d'adulte qui serait un jour le sien. L'eau commençait à s'élever derrière la planche en amont. Eddie demanda ce qu'il fallait faire pour l'eau qui fuyait aux extrémités. « Laisse-la, ça n'a pas d'importance. »« Pas d'importance ? » « Non, pas un poil. »« Et pourquoi ?
Je sais pas dire exactement, il faut en laisser passer un peu, c'est tout. Comment le sais-tu? Ben haussa les épaules. Comme ça, c'est tout, signifiait le geste. Eddie se tut. Quand il eut soufflé, Ben prit une troisième planche, la plus épaisse des 4 ou 5 qu'il avait laborieusement transportées jusque dans les friches, et la cala soigneusement contre celle d'aval que tenait toujours Bill, enfonçant solidement l'extrémité opposée dans le lit de la rivière. Ainsi était créé l'arc-boutant que prévoyait son dessin de la veille. « Parfait !» dit-il, faisant un pas en arrière, le sourire aux lèvres. « Vous allez pouvoir lâcher maintenant, les mecs. Le mélange entre les planches va prendre l'essentiel de la pression, l'autre planche prendra le reste. »« L'eau ne va pas l'emporter, celle-là » demanda Eddie. « Au contraire, elle va l'enfoncer davantage. »« Et si tu te trompes, on te fait la peau. » Trop aimable. Bill et Eddie lâchèrent. Les 2 planches horizontales craquèrent un peu, s'inclinèrent un peu, et ce fut tout. « Eh ben, merde !» s'écria Eddie. « Formidable !» fit Bill avec un grand sourire. « Ouais !» répondit Ben. « Cassons la croûte !» Ils mangèrent assis sur la rive, presque en silence, regardant l'eau qui montait derrière le barrage et fuyait aux 2 extrémités. Ils avaient déjà altéré la géographie des berges, constata Eddie. Les eaux détournées y découpaient des festons et des creux. Sous leur regard, le nouveau cours de la rivière déclencha une petite avalanche sur l'autre rive. En amont, l'eau s'accumulait en une mare approximativement circulaire, débordant même sur le talus de la rive en un endroit. Des rigoles scintillantes commencèrent à s'infiltrer sur l'herbe et entre les buissons. Eddie se mit à prendre lentement conscience de ce que Ben avait compris le premier. Le barrage était déjà construit. Les vides restant entre les planches et les berges étaient des bifs. Ne connaissant pas le terme, Ben n'avait pu l'expliquer à Eddie. De l'autre côté des planches, la Kentuskig gonflée ne faisait plus entendre le babil de l'eau sur les rochers et les graviers. Tout ce qui se trouvait en amont était en dessous du niveau de l'eau maintenant. De temps en temps, de la terre et des mottes herbeuses, minées par le courant, tombaient avec de petits ploufs. En aval, en revanche, la rivière était presque à sec. De petits filets d'eau couraient impatiemment au milieu, mais c'était à peu près tout. Des pierres immergées depuis une éternité séchaient au soleil. Eddie les contemplait avec un certain émerveillement auquel se mêlait cet autre sentiment. C'était leur œuvre. C'était eux qui avaient construit le barrage. Il vit sauter une grenouille et se dit que la petite rainette devait se demander où était passée l'eau. L'idée le fit rire. Ben rangeait soigneusement ses emballages vides dans sa boîte à lunch. Les proportions du festin qu'il avait disposé avec une technique de professionnel avaient stupéfait Bill et Eddie. 2 sandwichs au beurre de cacahuète et à la gelée, un sandwich au saucisson cuit, un œuf cuit dur, accompagné de son sel dans un sachet de papier ciré, 2 rangées de figues sèches, 3 énormes gâteaux secs au chocolat et un ring-ding. « Qu'est-ce que ta mère a dit quand elle a vu dans quel état tu rentrais ?» lui demanda Eddie. Ben se détacha de la contemplation de la mare qui s'agrandissait et rota délicatement derrière sa main. « Oh, je savais qu'elle faisait ses courses et je suis arrivé avant elle à la maison. J'ai pris un bain et je me suis lavé la tête, j'ai jeté mon jean et mon sweatshirt. Je ne sais pas si elle va s'en apercevoir. J'ai des tas de sweatshirts et de survêtements. Mais je crois que je vais devoir m'acheter moi-même un autre jean avant qu'elle se mette à farfouiller dans mes affaires. » À l'idée de gaspiller son argent sur un achat aussi peu essentiel, Ben eut une fugitive expression de morosité. « Et tes blessures ?» demanda à son tour Bill. « Je lui ai dit que j'étais tellement excité à cause des vacances que j'étais sorti en courant et que j'étais tombé dans l'escalier, » répondit Ben, qui se trouva à la fois stupéfait et un peu vexé de voir que Bill et Eddie riaient. Bill, qui mâchait un morceau de gâteau au chocolat que lui avait fait sa mère, recracha un jet brun de miettes et fut pris d'une quinte de toux. Eddie, riant toujours aux larmes, lui donna des tapes dans le dos. « Pourtant, j'ai bien failli tomber dans l'escalier, » dit Ben. « À cause de Victor Chris qui m'a poussé, pas parce que je courais. Je crèverais de chaud dans un sweatshirt comme ça, » dit Bill en finissant son gâteau.
Ben hésita. Pendant quelques instants, on aurait pu croire qu'il n'allait pas répondre. « C'est mieux quand on est gros, » dit-il finalement. « Je veux dire, les sweatshirts. »« À cause de ton bide ?» demanda Eddie. Bill renifla. « À cause de ces nénés. »« Ouais, de mes nénés, et alors ?»« Ouais, » fit Bill d'un ton conciliant. « Et alors ?» Il eut un moment de silence gêné, puis Eddie lança soudain. « Hey, regardez ! L'eau est toute noire sur les côtés du barrage. »« Oh, crotte !» fit Ben en bondissant sur ses pieds. « Le courant est en train d'emporter la terre. Bon Dieu, si seulement j'avais du ciment !» Les dégâts furent rapidement réparés, mais même Eddie comprit tout de suite ce qui se passerait s'il n'y avait pas quelqu'un en permanence pour pelleter de la terre. L'érosion ferait s'effondrer la planche amont contre la planche aval, après quoi tout s'écroulerait. « On peut renforcer les côtés, » remarqua Ben. « Ça n'arrêtera pas l'érosion, mais ça la ralentira. »« Le sable et la boue risquent d'être tout de suite emportés, non ?» demanda Eddie. « On se servira de touffes d'herbe. » Bill acquiesça, sourit et approuva du pouce levé. « Allons-y. Je creuserai et tu nous diras où mettre les mottes, gros Ben. » De derrière eux, une voix joyeuse et stridente les interpella, avec un accent irlandais à couper à la tronçonneuse. « Bon Dieu, m'avait transformé les fiches en piscine, ma parole !» Eddie se tourna, non sans remarquer comment Ben s'était raidi, lèvres serrées, au son d'une voix étrangère. Au-dessus d'eux, sur le chemin que Ben avait traversé la veille, se tenaient Richie Tosier et Stanley Uris. Richie descendit en quelques bonds sur la rive, jeta un coup d'œil non dépourvu d'intérêt à Ben et pinça la joue d'Eddie. « Arrête tout de suite, Richie, j'ai horreur que tu fasses ça. »« Mais non, t'adores ça, Eds, » rétorqua Richie avec un immense sourire. « Alors, quelles sont les nouvelles? Quelques bons ha-ha à se mettre sous la dent ?» Ils arrêtèrent les travaux vers 4 heures. Assis beaucoup plus haut sur la berge, l'endroit où Bill, Ben et Eddie avaient cassé la croûte était maintenant sous l'eau, ils contemplaient leur œuvre. Ben lui-même n'en revenait pas. En lui, le sentiment de la réussite luttait avec une sourde angoisse. Il se surprit à évoquer Fantasia, où l'on voit Mickey Mouse, incapable d'arrêter le balai après l'avoir mis au travail. « Foutrement incroyable !» commenta doucement Richie Tosier en repoussant ses lunettes sur son nez. Eddie lui jeta un coup d'œil, mais Richie n'avait pas attaqué l'un de ses numéros. Il restait pensif, le visage presque solennel. De l'autre côté de la rivière, où le terrain s'élevait faiblement avant de redescendre en pente douce, ils avaient créé un nouveau marécage. Bruyère et houx baignaient dans 30 centimètres d'eau. D'où ils étaient, ils apercevaient même le marécage, qui lançait des pseudopodes et s'étendait insidieusement vers l'ouest. Inoffensif cours d'eau, sans profondeur encore le matin, la Ken du Skig, au-delà du barrage, s'était transformée en un petit lac allongé, gonflé d'eau, calme. Vers 2 heures, l'agrandissement de ce lac avait fait s'effondrer les berges de part et d'autre du barrage, au point que les déversoirs s'étaient mis à couler à plein bord. Tout le monde, à part Ben, était parti en expédition à la décharge pour ramener des matériaux pendant que le chef des travaux disposait méthodiquement ses mottes de terre. Non seulement l'équipe des crocheteurs avait trouvé des planches, mais elle ramenait en outre 4 pneus lisses, une portière rouillée de Hudson 1949 et un gros morceau de tôle ondulé. Sous la direction de Ben, ils avaient ajouté 2 ailes au barrage original, bloquant ainsi l'écoulement latéral de l'eau. Rabattues vers l'amont, ces ailes retenaient ainsi encore mieux le courant. « L'homme qui détourne les fleuves, » dit Richie. « Tu es un génie, mec !»« Exagérons rien, » fit Ben avec un sourire. « J'ai quelques Winston, » reprit Richie. « Qui en veut une ?» Il extirpa le paquet rouge et blanc tout froissé de la poche arrière de son pantalon et le fit passer à la ronde. Eddie, effrayé à l'idée de son asthme, refusa. Stan refusa aussi. Bill en prit une et Ben en fit autant après quelques instants de réflexion. Richie sortit une pochette d'allumettes publicitaires et alluma la cigarette de Ben, puis celle de Bill. Il était sur le point d'allumer la sienne lorsque Bill souffla l'allumette. « T'es vraiment trop bon, Denbro, espèce de crétin !» Bill eut un sourire d'excuse. « Ça porte malheur d'en allumer
3 d'affilée. Et tu crois que ça n'a pas porté malheur à tes vieux le jour où t'es né? Rétorqua Richie en craquant une autre allumette. Il s'allongea et croisa les mains sous sa nuque. Il tenait la cigarette verticalement entre les dents. Une Winston, c'est vraiment bon, fit-il, avant de tourner légèrement la tête avec un clignement d'œil à l'intention d'Eddie. Pas vrai, Edge? Eddie s'aperçut que Ben regardait Richie avec un mélange de stupéfaction émerveillée et de circonspection. Il pouvait le comprendre. Lui-même connaissait Richie depuis 4 ans et il restait pourtant un mystère pour lui. En classe, il décrochait régulièrement des bonnes notes pour son travail et des notes déplorables pour sa conduite. Celle-ci lui valait de solides corrections de son père et mettait sa mère dans tous ses états. Il promettait à chaque fois de bien se tenir, pour 25 ou 50 cents. Le problème de Richie tenait à ce qu'il était incapable de rester tranquille plus d'1 minute, et incapable de se taire plus d'1 seconde à la fois. Ici, au fin fond des friches, il ne courait pas de grands risques, mais les friches n'étaient pas le pays merveilleux, et ils ne pouvaient être les enfants sauvages que pendant quelques heures par jour. L'idée d'un enfant sauvage avec un inhalateur dans la poche fit sourire Eddie. L'ennui avec les friches, c'était qu'il y avait toujours un moment où il fallait partir. Dans le reste du monde, les conneries de Richie ne cessaient de lui valoir toutes sortes de problèmes, avec les adultes, ce qui était malsain, et avec Henry Bowers, ce qu'il était davantage. Son arrivée théâtrale un peu plus tôt constituait un exemple parfait. Ben Hanscom n'avait même pas fini de lui dire salut qu'il se jetait à genoux à ses pieds et se lançait dans une série de salamalecs démesurés. Bras tendus, frappant des mains, fouap la rive boueuse à chaque prosternation. Il s'était mis en même temps à prendre l'une de ses voix. Richie disposait d'un registre d'une 12aine de voix différentes. Son ambition, avait-il confié à Eddie, un jour de pluie où il lisait les albums de Little Lulu dans la petite pièce mansardée au-dessus du garage des Casbraques, était de devenir le plus grand ventriloque du monde. Encore mieux qu'Edgar Bergen, et on le verrait à la célèbre émission d'Ed Sullivan toutes les semaines. Si Eddie admirait tant d'ambition, il craignait qu'il ne connaisse des déboires. Tout d'abord, les différentes voix de Richie ressemblaient beaucoup à celles de Richie Tosier, ce qui ne l'empêchait pas d'être très drôle de temps en temps. Qu'il se réfère à ses jeux de mots ou aux paix sonores qu'il lâchait, Richie parlait toujours d'en sortir une bonne ou un bon. Il en sortait fréquemment de l'une et l'autre sorte, et en règle générale, fort peu à propos. Ensuite, ses lèvres bougeaient quand il faisait le ventriloque, et pas seulement sur les labiales comme P ou B, mais sur tous les sons. En 3e lieu, quand il disait qu'il allait laisser tomber, ça n'allait jamais bien loin. La plupart de ses amis étaient trop gentils, ou peut-être trop conquis par son charme, parfois enchanteur, mais souvent épuisant, pour lui faire remarquer ses petites imperfections. Pour accompagner ses grands salamalecs devant un Ben Hanscom bien gêné, Richie avait pris sa voix du nègre Jim. Bill le laissa s'égosiller un moment, puis intervint. « Ne t'inquiète pas, Ben. Ce n'est que Richie. Il est cinglé. » Richie bondit sur ses pieds. « Je t'ai entendu, Danbro. T'as intérêt à me ficher la paix, ou je te jette meule de foin dessus. » Ce qu'il y avait de meilleur en toi a coulé le long de la jambe de ton père. « Exact. Mais ce qui reste est pourtant pas mal, hein? Comment ça va-t-il, meule de foin? Richie Tosier, c'est mon nom. Faire des voix, mon péché mignon. » Il tendit la main. Ne sachant que faire, Ben tendit la sienne. Richie se retira. Ben était au comble de la confusion. Mais Richie eut finalement pitié de lui. « Moi, c'est Ben Hanscom, au cas où ça t'intéresserait. Je t'ai vu à l'école. » Il eut un geste de la main vers la mare qui s'agrandissait. « Ton idée, sans doute? Ces crétins ne seraient même pas capables d'allumer un pétard avec un lance-flamme. »« Parle pour toi, Richie, » intervint Eddie. « Oh, tu veux dire que l'idée serait de toi, Eds? Seigneur, je suis désolé. » Il se laissa tomber aux pieds d'Eddie et reprit ses salamalectes forcenés. « Arrête ça, tu me balances de la boue !» cria Eddie. Il bondit une fois de plus sur ses pieds et pinça la joue d'Eddie. « Qu'il est mignon, ce petit !» s'exclama-t-il. « Arrête, j'ai horreur de ça. Laisse tomber, Eds. Qui a construit le barrage? C'est Ben qui nous a montré. Bon travail.
Richie se tourna vers Stanley Uris, qui attendait paisiblement derrière lui, main dans les poches, la fin du numéro. « Tu vois ici le mec Uris !» reprit Richie à l'intention de Ben. « Stan est juif. Il a aussi tué le Christ. C'est en tout cas ce que m'a raconté Victor Chris un jour. Depuis, je n'ai pas quitté Stan d'une semelle. Je me dis que, s'il est si vieux que ça, il doit être en âge de nous payer une bière. Pas vrai, Stan ? C'était pas moi, mais mon père, je crois bien, répondit Stan sans forcer la voix, qu'il avait agréable. Tout le monde éclata de rire. Ben comprit. Eddie, les larmes aux yeux, ne s'arrêta que lorsque sa respiration devint sifflante. « Une bien bonne !» s'écria Richie, se mettant à marcher à grands pas, bras levés comme un arbitre de football qui signalerait un point marqué. « Stan, le mec qui en a sorti une bien bonne ! Moment historique! Yahoo! Yahoo! Yahoo !»« Salut !» dit Stan à Ben, comme si Richie n'existait pas. « Salut !» répondit Ben. « On était dans la même classe au cours élémentaire. Tu étais celui qui ne disait jamais rien, » compléta Stan avec un demi-sourire. « Exact. Stan ne dirait pas merde même s'il en avait la bouche pleine, » intervint Richie. « Ce qui lui arrive régulièrement. Yahoo! Yahoo! Yahoo !»« La ferme un peu, Richie. »« D'accord, mais auparavant, j'ai une désagréable nouvelle à vous annoncer. Je crois que votre barrage va être emporté. Une terrible inondation menace la vallée, camarades, les femmes et les enfants d'abord !» Et sans se soucier de relever son pantalon ni même d'enlever ses tennis, Richie sauta dans l'eau et se mit à jeter de la terre sur l'aile la plus proche du barrage, là où le déversoir naturel entraînait de nouveau des filets boueux. Le bout du ruban adhésif qui maintenait la branche de ses lunettes, détachées, pendait sur sa joue et s'agitait pendant qu'il travaillait. Bill croisa le regard d'Eddie, sourit un peu et haussa les épaules. « Richie tout craché, ça. Capable de vous faire tourner en bourrique alors que l'on ne pouvait s'empêcher d'aimer l'avoir avec soi. » Ils travaillèrent sur le barrage pendant les 2 heures suivantes. Richie obéit aux ordres de Ben, que ce renfort de 2 gosses intimidait un peu, avec une parfaite bonne volonté, les exécutant à un rythme effréné. À la fin de chaque mission, il venait au rapport, saluant comme un officier anglais et claquant les talons boueux de ses tennis l'un contre l'autre. À la moindre occasion, il se mettait à haranguer ses compagnons en adoptant l'une ou l'autre de ses voix. Le colonel allemand, Toodles, le maître d'hôtel britannique, le sénateur du Sud, le commentateur des actualités filmées. Le travail avança à grands pas. Un peu avant 5 heures, le barrage terminé, ils se retrouvèrent tous, assis sur la berge pour un repos bien mérité. La portière de voiture, le morceau de tôle ondulé et les vieux pneus avaient trouvé leur place, soutenus par une impressionnante levée de terre et de pierres. Bill, Ben et Richie fumaient, Stan était allongé sur le dos. On aurait pu croire qu'il contemplait simplement le ciel. Mais Eddie, qui le connaissait bien, savait que Stan observait les arbres sur l'autre rive de la rivière, à la recherche d'oiseaux dont il pourrait noter la présence dans son carnet, ce soir. Eddie lui-même, assis en tailleur, se sentait fatigué et un peu ramolli. Les autres lui donnaient le sentiment d'être le plus fantastique groupe de copains dont on put rêver. Ils se sentaient vraiment bien ensemble, comme si leurs angles coïncidaient. Il n'arrivait pas à mieux s'expliquer son impression, mais comme il ne ressentait aucun besoin réel d'éclaircissement, il se contenta de s'y abandonner. Il porta les yeux sur Ben, qui tenait maladroitement sa cigarette à demi consumée et crachait fréquemment, comme si son goût ne lui plaisait guère. Il l'éteignit et couvrit le long mégot de terre. Le regard de Ben croisa alors celui d'Eddie. Gêné, il détourna les yeux. C'est à ce moment-là qu'Eddie vit sur le visage de Bill une expression qu'il n'aima pas. Ce dernier avait les yeux perdus au loin. Sur l'autre rive, l'air songeur et mélancolique, hanté presque. Comme s'il avait deviné ses pensées, Bill regarda Eddie, qui lui sourit. Il ne répondit pas à son sourire. Il jeta alors sa cigarette et regarda les autres. Richie lui-même gardait le silence, perdu dans ses propres pensées, événement aussi fréquent qu'une éclipse de lune. Eddie savait que Bill attendait toujours un moment de calme parfait avant de dire quoi que ce soit d'important, tellement s'exprimer lui était difficile. Il aurait bien aimé avoir lui-même quelque chose à raconter,
ou que Richie se mette à prendre l'une de ses voix, il eut soudain la certitude que lorsque Bill ouvrirait la bouche, ce serait pour dire quelque chose de terrible, quelque chose qui changerait tout. La main d'Eddie alla automatiquement chercher l'inhalateur au fond de sa poche et le tint prêt. Il avait agi inconsciemment. « Est-ce que je peux vous dire quelque chose, les mecs ?» demanda Bill. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Sors-nous une blague, Richie, » pensa Eddie. « Sors-nous une blague, dis quelque chose, n'importe quoi. Mets-le dans l'embarras, ça m'est égal, pourvu qu'il la ferme. Je ne veux pas savoir ce que c'est. Je ne veux pas que les choses changent. Je ne veux pas crever de frousse. » Dans son esprit, une voix crépusculaire croissa. « Je le ferai pour 10 cents. » Eddie frissonna, et s'efforça de chasser cette voix et l'image qu'elle avait subitement évoquée. La maison de Neibolt Street, avec son jardin de devant envahi d'herbes et de tournesols géants, s'inclinant dans le vent. « Bien sûr, grand Bill, » dit Richie. « De quoi il retourne ?» Bill ouvrit la bouche. Anxiété accrue pour Eddie. La referma, soulagement, et la rouvrit. Anxiété double. « Si vous riez, les mecs, jamais plus je ferai des trucs avec vous. C'est une histoire de fou, mais je vous jure que c'est vraiment arrivé. »« On ne rira pas, » dit Ben, regardant à la ronde. « N'est-ce pas ?» Stan secoua la tête, imité par Richie. Eddie aurait voulu dire « Mais si, Bill, nous allons nous marrer à en hurler, on dira que tu es vraiment stupide, alors pourquoi ne pas plutôt la fermer tout de suite ?» Mais bien sûr, il en était incapable. Il s'agissait du grand Bill, après tout, et lui aussi, malheureux, secoua la tête. Non, il ne se moquerait pas de Bill. Jamais de la vie il avait eu aussi peu envie de rire. Tous assis en cet endroit qui surplombait le barrage que Ben leur avait permis de construire, leurs yeux allant du visage de Bill à l'étang qui s'agrandissait pour revenir sur Bill, ils écoutèrent, en silence, l'histoire de l'album de photographie du petit frère mort, du clin d'œil de l'image de George au sang qui avait ensuite coulé de la photo. Ce fut un récit long et laborieux. À la fin, Bill était tout rouge et en sueur. Jamais Eddie ne l'avait autant entendu bégayer. Quand il se tut, Bill les regarda, tour à tour, une expression de défi mêlée de crainte sur le visage. Ben, Richie et Stan, s'aperçut Eddie, trahissaient un même sentiment de terreur et de solennité, sans la moindre trace d'incrédulité. Il se sentit poussé par un besoin presque irrépressible de bondir sur ses pieds et de crier « Quelle histoire idiote! Ne va pas me raconter que tu crois une histoire pareille! Et si toi tu y crois, tu ne vas tout de même pas t'imaginer que nous allons avaler ça! On ne cligne pas de l'œil sur les photos, les albums ne peuvent pas saigner, tu es complètement siphonné, grand Bill! » Mais il en fut bien incapable, car il avait aussi sur le visage cette expression solennelle de peur, il la sentait. « Reviens ici, petit !» murmura dans sa tête la voix éraillée. « Je vais te sucer pour rien, reviens ici !»« Non, s'il te plaît, va-t'en, je ne veux plus penser à ça !» gémit intérieurement Eddie. « Reviens, petit !» C'est alors qu'Eddie vit quelque chose d'autre. Pas sur le visage de Richie, il n'en était du moins pas sûr, mais sur ceux de Stan et de Ben. Il savait de quoi il s'agissait, car son visage arborait aussi cette expression. Tous avaient retrouvé une expérience personnelle dans le récit de Bill. « Je te sucerai pour rien !» La maison du 29, Neibolt Street, se trouvait juste à côté de la gare de triage de Derry. Elle était vieille et ravaudée de planches. Son porche s'enfonçait peu à peu dans le sol. Sa pelouse était envahie de mauvaises herbes, au milieu desquelles gisait un vieux tricycle renversé et couvert de rouille, une roue en l'air. Mais sur le côté gauche du porche, à la hauteur d'une zone sans herbe, on apercevait les fenêtres sales qui donnaient sur la cave de la maison, au milieu des fondations de briques branlantes. C'est à l'une de ces fenêtres qu'Eddie avait vu pour la première fois, 6 semaines auparavant, la tête du lépreux. Le samedi, quand Eddie ne trouvait personne avec qui jouer, il lui arrivait souvent de se rendre à la gare de Derry, sans motif précis. L'endroit lui plaisait.
Ils partaient à bicyclette par Witcham Street, prenaient au nord-ouest par la route numéro 2. L'école religieuse de Nabel Street s'élevait à l'angle de cette route et de Nabel Street, à environ 2 kilomètres de là. Ce bâtiment scolaire en bois, modeste mais pimpant, s'ornait de la devise « Laissez venir à moi les petits enfants », en lettres dorées de 60 centimètres de haut, au-dessus de sa porte d'entrée. Parfois, le samedi, Eddie entendait de la musique et des chants en passant. Il s'agissait d'hymnes, mais le pianiste rappelait davantage Jerry Lee Lewis qu'un joueur d'harmonium. Les chants ne lui paraissaient pas tellement religieux non plus, même s'il était beaucoup question de « l'ami que nous avons en Jésus ». De la vie d'Eddie, les chanteurs semblaient s'amuser un peu trop. Mais, chant sacré ou non, leur musique plaisait à Eddie, lui rappelant parfois Jerry Lee dans Whole Lotta Shakin' Going On, qui s'arrêtait parfois de l'autre côté de la rue, appuyait sa bicyclette contre un arbre et faisait semblant de lire alors qu'il n'avait d'oreille que pour la musique. Les samedis, où l'école religieuse était fermée, il continuait jusqu'à la gare de Derry, jusqu'à l'endroit où finissait Nabel Street, un ancien parking où l'herbe poussait dans les craquelures de l'asphalte. Il appuyait sa bicyclette à la palissade et regardait les mouvements des trains. Ils étaient nombreux, ce jour-là. Sa mère lui avait dit qu'autrefois, on pouvait prendre un train de passagers de la GS&WM à ce qui était alors la gare de passagers de Nabel Street, mais que ce type de train avait cessé de circuler à peu près à l'époque de la guerre de Corée. On aurait pu partir de Derry et traverser tout le Canada avec un seul changement, lui avait-elle expliqué. Mais qui avait envie de prendre le train alors qu'il suffisait de sauter dans sa voiture? Cependant, les longs trains de marchandises passaient encore par Derry, chargés de pâte à papier et de pommes de terre pour le sud, et de produits manufacturés en direction du nord, vers des villes comme Bangor, Millinocket ou Hulton. Eddie aimait particulièrement les trains qui partaient pour le nord, avec leur chargement de Ford ou de Chevrolet flambant neuve. Un jour j'aurai une voiture comme ça ou même mieux. Peut-être même une Cadillac, s'était-il promis. Il y avait en tout 6 voies qui convergeaient vers la gare, dont celle qui se dirigeait à l'est vers la côte. 1 ou 2 ans auparavant, alors qu'Eddie se tenait près de cette dernière, un cheminot ivre lui avait lancé une bourriche depuis un wagon à bestiaux, alors que le train roulait lentement. Eddie eut un geste de recul, bien que le paquet fût tombé sur le ballast à 3 mètres de lui. Il y avait des choses dedans, qui grouillaient. « Dernier train de la ligne, mon garçon !» lui avait crié l'homme, qui tira une petite bouteille plate de sa poche, la vida, tête renversée, puis le cheminot lui montra la bourriche. « Amène donc ça à ta maman, avec les compliments de la Southern Sea Coast, la ligne qui mène tout droit au chômage. » Il s'était penché en avant pour lancer ces derniers mots, le convoi prenant de la vitesse, et Eddie avait bien cru pendant un instant qu'il allait en tomber. Une fois le train parti, Eddie s'approcha de la boîte et l'examina prudemment, sans y toucher. Les bestioles qui s'agitaient dedans avaient un aspect glissant et peu ragoûtant. Si l'homme avait dit qu'elles étaient pour lui, Eddie les aurait laissées là où elles étaient, mais il lui avait demandé de les amener à sa maman. Et comme Ben, Eddie bondissait à ce seul nom. Il alla piquer un bout de corde dans l'un des ateliers déserts en tôle préfabriquée et attacha la bourriche au porte-bagages de sa bicyclette. Sa mère avait commencé par étudier le colis avec autant de méfiance que lui, puis s'était mise à crier, mais de joie plus que de peur. La bourriche contenait 4 homards de plus d'1 kilo chacun, les pinces immobilisées. Elle les avait fait cuire pour le dîner et avait manifesté de la mauvaise humeur lorsque son fils avait refusé d'y goûter. « Qu'est-ce que tu crois que les Rockefeller sont en train de manger dans leur propriété de Bar Harbor ?» lui demanda-t-elle, indignée. « Des sandwichs au beurre de cacahuète et à la gelée ? Non, du homard, exactement comme nous. Allez, vas-y, essaye au moins. » Mais Eddie ne voulut pas. C'était peut-être vrai ce que disait sa mère, mais lui avait le sentiment qu'il ne pouvait pas, avec le souvenir de cet horrible grouillement dans la bourriche. Elle n'arrêtait cependant pas de lui répéter à quel point ils étaient délicieux et ne cessa de l'importuner que lorsqu'il se mit à halter et dut avoir recours à son inhalateur. Eddie battit en retraite dans sa chambre et lut. Sa mère appela une vieille amie, Eleanor. Celle-ci ne tarda pas à arriver
et les deux femmes se mirent à lire les ragots de vieux journaux de cinéma qui les faisaient pouffer de rire tout en s'empiffrant de salade de homard. Lorsque Eddie se leva le lendemain, sa mère ronflait encore dans son lit en lâchant des pets fréquents, longs et langoureux, comme un son de cornet. Mis à part des traces de mayonnaise, il ne restait plus rien dans le grand saladier. Ce fut en effet le dernier train de la Southern Sea Coast que vit Eddie. Quelque temps plus tard, il rencontra M. Braddock, le chef de gare, et lui demanda timidement ce qui s'était passé. « La compagnie a fait faillite, c'est tout. Si tu lisais les journaux, tu verrais que ça arrive partout en ce moment dans ce foutu pays. Tire-toi d'ici maintenant, c'est pas un endroit pour un môme. » Après cela, Eddie était allé parfois marcher le long de la voie de la Southern Sea Coast, se repassant dans la tête les noms magiques des stations desservies. Camden, Rockland, Bar Harbor, prononcé Bar Harbor, Wiscasset, Bath, Portland, Ogunquit, les Berwicks, avec l'accent doux et monotone de l'Est. Il suivait ainsi la ligne jusqu'à ce que la fatigue le gagne. Les herbes qui poussaient entre les traverses l'attristaient. Il avait aperçu une fois des mouettes, du genre bien grasses, qui fouillent les tas d'ordures et qui n'en ont rien à foutre de ne jamais avoir vu le grand large, mais ce jour-là, ça ne lui vient pas à l'esprit. Virevolter en criant au-dessus de sa tête, et le rappel mélancolique l'avait même fait un peu pleurer. La gare avait autrefois possédé un portail d'entrée, mais il avait été jeté à bas au cours d'une tempête et personne ne s'était soucié de le faire réparer. Si bien qu'Eddie pouvait aller et venir à peu près à sa guise, en dépit de M. Braddock, qui le virait manu militari quand il le voyait, ou quand il voyait n'importe quel gamin. Il fallait aussi se méfier des conducteurs de camions, qui poursuivaient les gosses, mais jamais très loin, car ils les soupçonnaient, parfois à juste titre, de chaparder dans leur chargement. Pour l'essentiel, c'était néanmoins un endroit tranquille. Il y avait une cabane de garde, mais elle était toujours vide et les carreaux cassés n'avaient jamais été remplacés. Le service de sécurité permanent n'existait plus depuis à peu près 1950. M. Braddock chassait les gosses à coups de pied le jour, et un veilleur de nuit passait 3 ou 4 fois par nuit dans une vieille Studebaker, équipée d'un projecteur directionnel à la hauteur du déflecteur. C'était tout. Il y avait parfois des clochards et des vagabonds, cependant. Leur présence était bien la seule chose que redoutait Eddie. Ces hommes, aux joues non rasées, à la peau abîmée, aux mains couvertes d'ampoules, aux lèvres fendillées par le froid. Ils descendaient quelque temps avant de partir plus loin avec un autre train. Ils avaient parfois des doigts en moins, étaient en règle générale ivres et quémandaient toujours des cigarettes. Un jour, Eddie avait vu l'un de ces gaillards ramper d'en dessous du porche de la maison du 29 Neibolt Street et lui offrir de lui tailler une pipe pour 25 cents. Eddie avait battu en retraite, la peau glacée, la bouche aussi sèche que de l'amadou. L'une des narines du clochard avait disparu et exhibait un conduit rouge et galeux. « J'ai pas 25 cents, » avait répondu Eddie en reculant vers sa bicyclette. « Je te le ferai pour 10 cents, » croissa l'homme, se rapprochant de lui. Il portait de vieux pantalons de flanelle verdâtre, sur le devant duquel du pus jaune avait durci. Il ouvrit sa braguette et passa la main à l'intérieur. Il s'efforçait de sourire. Son nez était une horreur sanguinolente. « Je n'ai pas 10 cents non plus, » dit Eddie qui pensa soudain. « Oh mon Dieu, il a la lèpre. S'il me touche, je vais l'attraper moi aussi. » Il perdit son sang-froid et courut. Il entendit le pas pesant du vagabond qui accélérait derrière lui. Ses chaussures, maintenues par des ficelles, produisaient des claquements mous dans l'herbe folle devant la petite maison vide. « Reviens ici, petit. Je te sucerai pour rien. Reviens ici. » Eddie avait bondi sur sa bicyclette, la respiration sifflante, sentant sa gorge se refermer et se réduire à une tête d'épingle. Un poids écrasait sa poitrine. Il pesa tant qu'il put sur les pédales, et il commençait à prendre de la vitesse, lorsque l'une des mains du clochard s'empara du porte-bagages. La bicyclette oscilla. Eddie jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et vit l'homme qui courait à la hauteur de la roue arrière. Il gagne du terrain. Ses lèvres étirées découvrant des chicots noircis dans une expression qui pouvait tout aussi bien être du désespoir que de la fureur. En dépit des pierres qui lui écrasaient la poitrine,
Eddie n'en avait pas moins continué à pédaler de toutes ses forces, s'attendant à chaque instant à ce qu'une main couverte de gale se refermât sur son bras. Il se voyait déjà désarçonné et jeté dans un fossé, où l'homme lui ferait Dieu sait quoi. Il n'avait pas osé se retourner avant d'avoir atteint le carrefour de Nable Street et de la route numéro 2. Le vagabond avait disparu. Eddie garda cette épouvantable histoire pour lui pendant presque une semaine, et la confia finalement à Richie Tosier et Bill Denbrough, un jour qu'ils lisaient des BD au-dessus du garage. « Il n'avait pas la lèpre, idiot !» se moqua Richie. « Il avait la vérole !» Eddie consulta Bill du regard pour savoir si Richie ne le faisait pas marcher. Jamais il n'avait entendu parler de cette maladie. Richie pouvait aussi bien l'avoir inventée. « Ça existe vraiment, la vérole, Bill ?» Bill acquiesça gravement. « Le vrai nom, c'est la syphilis. Vérole, c'est de l'argot. »« Mais c'est quoi ?»« Une maladie qu'on attrape en baisant, » dit Richie. « Tu sais ce que c'est que baiser, hein, Eddie ?»« Bien sûr, » dit Eddie, espérant qu'il ne rougissait pas trop. Il savait qu'en devenant plus grand, quelque chose sortait du pénis quand il était dur. Pour le reste, Vincent Boogers Taliendo l'avait mis au courant un jour à l'école. D'après Boogers, quand on baisait, on frottait son zob contre le ventre d'une fille jusqu'à ce qu'il devienne dur, le zob. Puis on continuait de frotter jusqu'à ce qu'on éprouve la sensation. Quand Eddie lui demanda ce qu'il voulait dire, Boogers s'était contenté de secouer la tête d'un air mystérieux. C'était indescriptible, avait-il précisé. On s'en rendait compte dès que ça arrivait. Il avait ajouté qu'on pouvait s'y exercer dans son bain, en se frottant le zob avec le savon Ivory. Eddie avait essayé, mais n'avait éprouvé, au bout d'un moment, qu'une banale envie d'uriner, en fait de sensation. Dès qu'on avait la sensation, le truc sortait du pénis. La plupart des gosses appelaient ça la purée, avait dit aussi Boogers, mais son grand frère prétendait que le nom scientifique était la jute. Toujours est-il que lorsque la sensation se manifestait, il fallait se prendre le zob et le diriger à toute vitesse sur le nombril de la fille, dès que la purée sortait. Elle entrait dans le ventre de la fille et y faisait un bébé. « Est-ce que les filles aiment ça ?» avait demandé Eddie à Boogers Taliendo. Lui-même était glacé d'horreur. « Je suppose que oui », avait répondu l'autre, désarçonné. « Maintenant, écoute-moi, Eds, » dit Richie. « Certaines femmes ont cette maladie, certains hommes aussi, mais surtout des femmes. Un type peut l'attraper d'une femme, ou d'un autre type, s'il est pédé. Exact. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on attrape la vérole en baisant avec quelqu'un qui l'a déjà. »« Qu'est-ce que ça fait ?» demanda Eddie. « Tu pourris, » répondit simplement Richie. Eddie ouvrit de grands yeux horrifiés. « Ah, c'est moche, je sais, mais c'est la vérité. C'est ton nez qui part en premier. T'as certains types qui perdent leur nez comme ça d'un seul coup. Puis, c'est le zob. Arrête, Richie, je viens juste de manger. Hé, mec, c'est scientifique. Mais alors quelle est la différence entre la lèpre et la vérole ? Insista Eddie. Tu n'attrapes pas la lèpre en baisant, répliqua vivement Richie, partant dans un accès de fou rire qui laissa ses deux camarades interloqués.